Bienvenue sur le podcast de Comptatech, le média de l'innovation comptable. Merci beaucoup Atika de te joindre à nous aujourd'hui pour le podcast Comptatech. Avec plaisir. Tu es associé du cabinet BBM à Grenoble. Mais avant tout ça, est-ce que je peux te demander de te présenter rapidement un peu déjà comment tu en es venu à l'expertise comptable et quel a été ton parcours? Déjà quand même merci à toi de me recevoir. Avec plaisir. Mon parcours à moi, je vais faire version synthétique. Moi j'ai été toujours un peu attirée par tout ce qui est un peu finance et chiffres, mais toujours avec cette sensation d'avoir besoin de quelque chose d'un peu matériel en face et très matheuse, très scientifique. Et je n'étais pas de famille d'entrepreneurs. Donc moi, j'ai passé mon bac, je ne savais pas ce qu'était un expert comptable, je ne savais pas que ce métier existait. Et quand j'ai eu mon bac et que du coup, je me suis dit, qu'est-ce qu'on fait? À l'époque, je voulais changer le monde, donc tu tentes Sciences Po et voie de repli et Cogé Compta. Et je découvre la compta. Et je découvre la compta, alors à l'époque, actif-passif, débit-crédit, youhou. Mais beaucoup de logique et des choses assez rationnelles autour de la gestion financière, déjà qui transpirait. Et je me dis, c'est peut-être une approche qui peut être intéressante. Et j'ai eu la chance de rencontrer des gens, tu sais, des intervenants qui viennent et tout, et qui te disent, il y a un métier qui est sûrement fait pour vous. Et j'aime bien le présenter comme ça aujourd'hui, ce métier, parce que je le fais depuis... Moi, je bosse en expertise comptable depuis 20 ans maintenant. Depuis 10 ans, je suis associée. Je le présente en disant, en fait, il y a deux facettes. Souvent, une dont on parle plus, qui est technique. Si tu n'aimes pas les chiffres, tu n'aimes pas les maths, tu peux t'épanouir, mais ça va être dur. Et toute la partie communication-échange. Et il y a vraiment un point d'équilibre entre les deux que moi, j'ai trouvé dans ce métier. Donc, on me l'a teasé un peu comme ça. Et les études, les expériences professionnelles m'ont conduit à passer mes diplômes, être... T'as toujours bossé en cabinet ou t'as aussi Alors, j'ai bossé toujours bossé en cabinet, j'ai toujours bossé dans ce cabinet. Ok. Pour quelqu'un qui se revendique libre et j'ai toujours Loyal. bossé... Alors, loyal. J'ai toujours bossé dans ce cabinet en me disant je suis libre et je reste tant que je suis heureuse. Et tu peux le transposer à d'autres zones de la vie. Mais ouais, j'ai fait toute ma trajectoire au sein du groupe BBM. Alors, dans une entité qui a été rachetée ensuite, mais je fais court. Il y a eu des petits jeux de ping-pong entre deux cabinets qui ont fini par se rapprocher, où j'avais été allée d'un côté puis de l'autre, comme quoi j'étais au bon endroit. Et effectivement, j'ai gravi modestement les échelons, stagiaire, collaboratrice, manager, obtenu mon diplôme en 2013 et puis associée depuis 10 ans maintenant. Est-ce que tu peux nous présenter un peu le groupe BBM, la taille, où est-ce que vous agissez, peut-être dans quel secteur, si vous avez des spécialités? Avec plaisir. Donc en fait, nous, on a un groupe, on est très associés aujourd'hui. On est ce qu'on appelle un gros cabinet régional, puisqu'on est indépendant, mais on est nombreux. Donc le siège est à Grenoble, au cœur des montagnes. Et on a des bureaux dans tout le sillon alpin, Chambéry, Annecy. On a aussi des bureaux à Lyon, à Caen, au Havre et en Corse, c'est vivre. Et par contre, on n'est pas forcément par rapport à d'autres confrères. Nos clients ne sont pas en proximité géographique des bureaux. C'est pas ce maillage-là, puisque nous, alors c'est le cas beaucoup, notamment Grenoble Innovation, mais c'est pas l'approche de départ, puisqu'on a des spécialisations qui sont le fruit de l'histoire, puisque nous, on a découvert le conseil il y a longtemps, et donc notamment dans les associés créateurs et fondateurs, il y a eu assez vite des approches sur le secteur du médical qui ont conduit à avoir une grosse spécialisation dans le médical. Donc médecine, imagerie médicale, professionnels de santé, et après tu trouves des synergies dans ton accompagnement. Donc ça, à l'échelle du groupe, pour donner des proportions, fait à peu près, on aime bien les chiffres, 24 millions de chiffre d'affaires, à peu près 16 millions d'expertise, et dedans, on va faire à peu près 40% de médical, tous à l'échelle du groupe. On a une autre grosse spécialité qui est tout le secteur de l'innovation, donc toutes les spécialités en accompagnement de sociétés innovantes, accompagnement à la gestion de la croissance, levée de fonds, etc. Technicité aussi autour du crédit d'impôt recherche, C2I. Et on a aussi une cellule internationale, donc avec des gens qui sont compétents, anglophones, pour tout ce qui est filiales de sociétés étrangères. Et évidemment, beaucoup de groupes de sociétés, des choses assez généralistes aussi, donc un panel assez large de clients et de sociétés qu'on accompagne en conseil et en expertise comptable. On a une grosse composante aussi audit, évidemment, audit légal, commissariat aux comptes, des établissements bancaires, des sociétés cotées, donc plutôt gros.
et un gros département paye aussi, avec peut-être à peu près 20% de l'activité aussi sur de Ok. l'accompagnement paye et social. Ok. Voilà. Et alors, toi, dans tout ça, tu t'occupes de quoi? Mes associés diraient que je prends beaucoup de place. Non, plus modestement, moi, alors, donc, dans mon approche d'expert comptable, en fait, chacun d'entre nous, pardon, est sur certaines zones. Donc, moi, mon expérience, je suis de nature très curieuse, donc m'a conduit à faire plein de choses différentes. Mais aujourd'hui, beaucoup de médical, de l'innovation, beaucoup de groupes de sociétés. Par exemple, je fais pas d'international. Alors, j'aime bien parler anglais quand je pars en voyage à l'étranger, mais certains de mes associés, eux, vont être plus sur l'international, ou plus que sur le médical, ou plus que sur l'innovation. Et après, dans le fonctionnement du groupe, vu qu'on est indépendant, on se partage des responsabilités. Certains associés ont des responsabilités un peu plus fortes, avec des CODIR, des choses comme ça. Et certains gèrent des lignes de service métier. Par exemple, on a un des associés qui est plus en transversal sur la santé, un peu plus sur l'innovation. Et moi, au milieu de tout ça, parce que c'était mon sujet de mémoire et parce que ça m'intéresse, et c'est peut-être pour ça que je suis là aujourd'hui, je m'occupe particulièrement du fonctionnement justement de toute l'expertise comptable et des outils. Ok. L'utilisation des outils, les choix des outils, la mutation du métier, comment on fait bouger les collaborateurs et comment on évolue avec les outils à disposition pour la profession. Et du coup, on va pouvoir parler de gestion du changement, Aïe. qui est un gros sujet dans les cabinets. Et je te le disais juste avant, pour nous aussi maintenant, en tant qu'éditeur, il faut que tous nos salariés, y compris nos développeurs, se mettent à adopter de l'IA. Alors peut-être, du coup, ton point de départ, et je pense que tu me disais juste avant qu'on enregistre, le sujet, c'est pas l'outil. Enfin, le sujet, c'est un peu comprendre les mutations profondes. C'est quoi, toi, ta lecture, du coup, aujourd'hui, des changements qui attendent la profession? En fait, je pense que en tant que technicien, les mutations technologiques, dans nos métiers, il y en a eu plein. Les gens qui étaient là avant moi te disent, on est passé à l'ordinateur, on faisait ça en papier. Donc des grosses révolutions technologiques, elles t'impactent. Et en fait, on est très focalisé sur quel outil j'utilise. Est-ce que c'est Penny qu'il faut? Est-ce que c'est un autre outil? Alors qu'en fait, tu te rends compte qu'en conduite du changement, très paradoxalement, ton enjeu principal, c'est l'humain sur l'outil. C'est-à-dire que tu vas faire des tableaux, tu vas benchmarker les outils, tu vas benchmarker les capacités technologiques, les fonctionnalités, le coût, vos capacités à développer. Tu te dis, OK, j'ai bien compris tout ça, je fais un choix, ça va marcher. Et en fait, quand tu le mets en œuvre, notamment, et c'est notre cas, dans des entreprises où tu as des gens qui sont là avant, qui sont pas, tu pars pas d'une feuille blanche, on en parlait aussi avant, et ton enjeu, c'est d'arriver à faire adopter ces changements à tes équipes, puisque l'objectif, c'est pas de laisser tes équipes en route. Et là, on a vraiment des grosses mutations. Et c'est souvent à cet endroit-là, alors que c'est assez paradoxal, puisque notamment dans nos métiers, on a souvent, et c'est le cas, on est des gens plutôt occupés, donc on est plutôt dans des postures où on a plus à faire que... T'as pas envie de changer, enfin. Voilà. Ou c'est même pire, c'est que tu te dis, en fait, on est des chasseurs de temps, moi je dis tout le temps. On a plein de choses à faire, en temps limité avec des échéances. Et moi, j'ai personne qui me dit, je suis cool. On n'est jamais cool, mais ça va. Et donc tu te dis, on va augmenter notre productivité, on va être plus efficace. Donc c'est l'intérêt de tout le monde d'être plus efficace. Mais la manière dont tu y arrives, en fait, elle est pas simple. Parce qu'il faut changer tes habitudes. Mais du coup, j'imagine que quand on parle là de gestion du changement, tes équipes, tu leur expliques pourquoi il faut changer déjà. Et c'est quoi pour toi qu'est-ce qui fait qu'il faut éventuellement, aujourd'hui, n'importe quel cabinet, qu'est-ce qui fait qu'il doit changer? C'est tu vois, facture électronique, est-ce que c'est... Oui, je vais y venir et je pense qu'on va être d'accord. De toute façon, le monde, il évolue. Je pense qu'on va en parler. Facture électronique, tu peux pas rester dans ton coin en marge d'une évolution et dire je mets mes œillères, j'ai toujours fait comme ça. Tu es quand même dans un monde en tant que conseil qui est concurrentiel. Donc tu dois apporter le meilleur accompagnement dans les meilleures conditions possibles. Et aujourd'hui, avec la facture électronique, avec l'IA, tu peux pas être celui qui change le moins ou celui qui change pas. C'est pas possible d'avoir cette posture-là. Alors, tu peux le faire, mais demain, t'es mort. Tu seras pas compétitif, tu proposeras pas les bons services
à tes clients. Donc de toute façon, la mutation, elle s'opère. Par contre, comment toi, tu bouges à l'intérieur de cette mutation qui est générale, c'est ça tout l'enjeu du changement et de la manière dont tu le fais, avec pas mal quand même de contraintes donc, qui sont, je te le disais, on a quand même, nous, dans les groupes d'expertise comptable, des profils, et on les choisit comme ça, de gens qui sont plutôt des profils psychologiques très carrés, on fait beaucoup de répétitifs, on a de la récurrence, donc c'est pas des créatifs au départ, c'est plutôt des gens qui aiment un cadre, et donc du coup ces gens-là, j'ai l'impression que pour les faire changer, c'est quoi ta formule secrète? Je parle et je leur casse la tête et à la fin ils ont plus le choix. Non, en vrai, tu l'as dit, et je pense que c'est probablement une des clés avec un peu de recul, leur expliquer pourquoi. Dans nos métiers, basiquement, tu as différentes strates. Tu dis, l'assistant ou le collaborateur ou le manager, souvent l'assistant, il fait un petit bout. Il va faire la saisie et il ne voit pas la suite. Il ne voit pas le lettrage, il ne voit pas la révision. Il ne voit pas le rendez-vous client. Il ne voit pas les enjeux du chef d'entreprise derrière. Mais s'il comprend pourquoi il fait le lettrage ou il fait sa partie du travail dans l'équipe, et là, il comprend mieux ce qu'on attend de lui. Et je crois qu'en conduite du changement, c'est le même sujet. Toi, en tant que... tu as la même chose, je crois, chez Penny Lane. En tant que chef d'entreprise ou en tant que personne qui doit porter une stratégie, tu as ta vision stratégique. Par contre, la déclinaison opérationnelle de cette vision, expliquer à tes collaborateurs pourquoi tu veux le faire et évidemment leur montrer leur intérêt. Puisque si basiquement l'enjeu c'est de dire je mets des machines pour supprimer les humains, ils n'ont pas d'intérêt. Et en plus, de toute façon, c'est pas ce qu'on va faire. Parce que de toute façon, personne va faire ça. Par contre, de dire je mets des machines, je mets de la techno parce que c'est l'attente des clients, parce que c'est l'attente réglementaire et vous êtes bien placé pour le savoir avec la facture électronique, j'ai un besoin techno à couvrir et que les modes de fonctionnement évoluent et qu'il faut qu'on fasse au plus efficace pour libérer du temps, pour se déporter vers d'autres choses, pour se former et pour faire encore plus de conseils que ce qu'on fait déjà. Voilà. Et alors, question piège, c'est qui les plus durs à embarquer? J'ai parlé, les assistants, les chefs de mission, les associés, les clients. Alors, le piège, c'est qu'il n'y a pas de règle. Donc, c'est plutôt le profil personnel que le rôle. À la discussion avec toi, j'aurais tendance à dire que c'est plus une question de mindset, d'état d'esprit. Tu peux avoir tendance à te dire les meilleurs adopteurs vont être les plus jeunes, si on est un peu caricatural, parce qu'ils sont plus jeunes, ils sont plus souples, ils sont plus malléables, ils ont moins vécu avec des technos anciennes. C'est pas toujours le cas. Il n'y a pas, justement, le piège, c'est qu'il n'y a pas complètement une règle. Alors, il y a des grandes lignes. Quelqu'un qui a une posture très comptable et qui est dans des états d'esprit, c'est mieux quand c'est moi qui saisis, je préfère vérifier moi-même plutôt que la machine, forcément, ce sera un peu plus compliqué. Je crois que c'est une question d'état d'esprit sur des gens aussi qui ont des trajectoires personnelles. Les gens qui sont dans des processus d'évolution et qui n'ont pas peur, ils vont être malins. Et comme ils veulent être malins, c'est eux-mêmes qui vont chercher à optimiser ce qu'ils font. Donc, ils vont t'apporter eux-mêmes des solutions et ils vont être des gens qui vont bien te permettre de déployer tout ce qui peut être optimisant. Ok. Je fais un petit aparté. Je te disais que moi, en tant que dirigeant d'entreprise, c'est la première fois de ma vie que j'ai à gérer de la gestion du changement chez moi, ce que je fais subir au cabinet. Parce qu'avec l'arrivée de l'IA, il faut que tous nos salariés ils adoptent l'IA et on a beaucoup de développeurs. Donc pour nous, ça peut être des gains de productivité énormes. Et ce que je te disais, c'est que ce que je vois, c'est que à la limite, mes ingénieurs les plus forts, c'est vraiment des experts techniques de leur domaine, un peu comme un chef de mission super confirmé et tout. Et c'est peut-être, moi, ce que je vois, les plus récalcitrants à adopter l'IA. Tu me disais, faut les embarquer et qu'ils se sentent acteurs du changement. Comment tu fais ça? Si tu dois me donner là, quelques conseils gratuits. Je leur crie dessus, je leur laisse pas le choix, Arthur. Non, je plaisante. J'ai essayé, ça marche pas. C'est pas bon pour mon recrutement, ça, en vrai. Non, je fais pas ça. Non, mais blague à part, alors, en t'écoutant, c'est ça qui est bien dans la discussion, est-ce que c'est pas de l'exigence, en fait, que ces gens-là ont? Parce que moi, je pense que c'est de l'exigence, c'est-à-dire que comme ils sont justement calés,
ils sont exigeants. Ils veulent pas que le niveau baisse, quoi. Ils veulent pas que le niveau baisse. Et moi, je le comprends comme ça, Mm. en disant, en fait, on a besoin de sécuriser une zone qui, par définition, l'est pas, parce qu'elle est nouvelle, parce qu'elle est un peu exploratoire. On parlait de la facture électronique, on peut y revenir. Aujourd'hui, vous avez tout le monde a énormément investi le sujet. C'est vraiment le sujet d'actualité là. Et on le savait, on est en plein dedans. Néanmoins, il y a quand même, si on dit les choses et qu'on est franc, un paradoxe entre la place et l'ampleur du sujet et la maturité du sujet. On est en avril 26, réception pour le gros des troupes en septembre 26, et c'est pas faute de communiquer, de dire les choses, de préparer un maximum. La mise en œuvre, elle n'est pas simple, parce que toi ou moi, quand on nous dit quel va être le marché, combien de PA vont subsister, est-ce que technologiquement, même si vous avez fait tout ce qu'il faut, le truc va être suffisamment robuste, et comment dans la mise en œuvre vraiment ça va se traduire, on ne le sait pas complètement, même si on a des comparaisons d'autres pays. Et en fait, je pense que c'est ça, c'est une forme d'exigence sur une qualité qui baisse pas, couplée à de l'habitude. Après, on parle beaucoup de mots menaces, contraintes. Moi, mon vocabulaire, c'est opportunité, possibilité. Mais c'est valable pour tout dans la vie. Ouais. En fait, voyons les opportunités, voyons les possibilités, et essayons d'en faire quelque chose de positif pour tout le monde. Ouais, c'est ce que je dis à mes équipes. Enfin, souvent, quand tu lis en tant qu'éditeur de logiciel, quand tu vas adopter de l'IA, tu as un peu deux pistes. C'est soit tu vas faire plus, enfin, tu vas gagner du temps et tu vas faire encore plus. Moi, ce que je dis, c'est que en tant qu'éditeur de logiciel, venant de la compta, tu peux aller dans tellement de directions que tu peux aller faire, je sais pas, de la caisse, du financement, je sais pas quoi. Soit, effectivement, tu vas plutôt réduire les effectifs. Je pense que vous, en tant que cabinet qui est déjà sait faire du 360 du conseil, tu peux aller faire plus. C'est pas forcément le cas de tous les cabinets. Je pense que ça nous met, si je raisonne sur la profession au sens large, face à nos responsabilités. On a un devoir de conseil, notamment en expertise comptable, mais en audit, on a d'autres enjeux. Le conseil, on en parle depuis longtemps, mais je te disais aussi que je vois des pubs où on dit c'est l'heure du conseil, mais heureusement que nous, heureusement, c'est pas présomptueux. Moi, je suis dans une ADN, dans le groupe BBM, je te parlais de nos spécialisations. Le conseil, on l'a pas découvert là parce que la facture électronique arrive. C'est vraiment notre ADN. Je dis tout le temps, les gens souvent nous appellent le comptable. On n'est pas des comptables, et les comptables, c'est bien. On est des experts comptables. Pour moi, le mot expert, c'est ce qu'on met en face du conseil. Mais il faut avoir de la valeur à proposer, il faut être capable de délivrer. Donc, chez nous, c'est notre connaissance des spécialités métiers qui nous permettent d'avoir une approche. Mais je pense que les cabinets qui se sont spécialisés, c'est ceux qui sont le plus loin, en fait, dans le conseil, quoi. Alors, par exemple, les Serre France, ils ont parfois une image un peu le truc à l'ancienne, mais dans le monde de l'agricole, ils sont super loin, quoi. Oui. Ils ont embauché des agronomes. L'aspect, nous, on l'a sur l'innovation avec, je te parlais de la technicité CIR C2I, la capacité à aller travailler très en amont sur la partie CIR, pas uniquement le chiffrage. C'est ça, ouais. Le dossier technique, travailler en intégrant des compétences, et on le fait dans plein de domaines, la RSE, etc. Mais alors, attention, parce que sujet stratégique, la spécialisation, c'est bien pour avoir une forme d'avance, et en même temps, dans ta stratégie d'entreprise, il ne faut pas t'enfermer. Il ne faut pas t'enfermer dans une image, ou il ne faut pas t'enfermer dans une spécialité. C'est un peu comme quand tu as dans une entreprise un poste client et que tu as un très gros client. Tant que tu l'as, c'est bien, mais le jour où tu l'as plus, tu as créé une forme de dépendance. D'où l'intérêt d'en avoir plusieurs, qui ne sont pas forcément les mêmes ou imbriqués. Ça permet de compléter. Nous, on ne se refuse rien. Comme on est des gens, je te parlais d'opportunités, l'état d'esprit, c'est de se dire demain, on a des maturités de spécialité. Demain, si on a une envie particulière et qu'on veut aller travailler un domaine en étant au cœur de l'écosystème, en développant des compétences spécifiques, on le fera. Et pour revenir à ce que tu dis, oui, aujourd'hui, il faut augmenter notre valeur ajoutée, notre valeur perçue, en tout cas. En tout cas, perçue. Et au-delà de la perception, il faut que ce soit vraiment le contenu. Des choses à faire, on en a plein. C'est là où on n'est pas en concurrence. Je te parlais de mindset. Le plus la solution technologique est performante, le plus mes équipes peuvent se déporter
vers des choses qui sont moins opérationnelles, mais techniques au sens de notre technicité métier, notre capacité à être l'interface entre l'outil et le client. Et tu parlais d'IA. L'IA, c'est rigolo, j'étais en intervention en début de semaine dans un lycée. La question, c'est est-ce que vous faites de l'IA? Avez-vous, la phrase, c'est, enfin, je ne sais pas si c'est comme ça qu'on te le pose, avez-vous peur de l'IA? Et tu dis, mais il y a quand même encore des gens qui pensent que l'IA va remplacer l'humain. Alors moi, j'ai lu 1984 de George Orwell, et il faut l'avoir lu pour ceux qui ne l'ont pas lu. Mais avant d'en être là, la partie humaine, moi, mon métier, c'est pas, je le dis souvent, c'est pas de saisir des factures et de faire des liasses fiscales. On délivre ce service. Mais mon métier à moi d'expert comptable, c'est de comprendre stratégiquement quelle est la meilleure option pour mon client, de modéliser des choses, de comprendre la psychologie des forces en présence dans un deal et d'orienter les choses. Ce qu'on voit vachement arriver là, beaucoup arriver, pardon, dans notre pratique professionnelle, puisque tu parlais d'IA, je disais, et j'en parlais avec des avocats, des experts comptables, avant le client, il venait, il disait, j'ai un copain qui m'a dit que. Tu sais. Non, c'est Claude m'a dit que. Alors non, il te le dit pas encore. Il te dit pas. Ils sont encore, ils sont un peu timides. Je pense que les gens ont honte, mais par contre, ils arrivent avec une idée préconçue. Ils le passent à l'IA. J'ai un expert comptable qui m'a dit qu'il avait une cliente qui arrivait avec un truc complètement fou. Enfin, genre, mon fils va faire ses études en Espagne, je vais faire un démembrement de je sais pas quoi. Et il a compris au bout de 2 minutes que c'était en fait ChatGPT qui lui avait dit. C'est exactement ça. Avant, t'avais. Mais par contre, il m'a dit tu perds du temps. Alors, j'allais y venir. C'est exactement ça. C'est-à-dire, ce qui est clair, et ça a toujours été le cas, c'est beaucoup plus difficile de déconstruire que de construire, quel que soit le sujet. Et effectivement, il faut intégrer aujourd'hui... Alors, l'idée préconçue, c'est pour ça que je la transpose. J'ai un copain qui m'a dit que lui, il a fait comme ça, je veux faire pareil. J'ai fait comme ça dans mon expérience précédente. Là, aujourd'hui, je te prends un exemple. S'il arrive et qu'il dit j'ai un projet immobilier, il va dire qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je fais une SCI? Oui, non. Est-ce que je me mets impôt sur le revenu, impôt société? Là, il ne va pas arriver comme ça. Il va arriver en disant j'ai tel projet et on m'a dit que ce serait bien si je faisais une SCI avec tel régime fiscal. Qu'en pensez-vous? Donc, le réglage, il est un peu différent. Dans tous les cas, tu le traites avec ton expérience professionnelle. Mais il faut arriver, parce que par contre, valeur perçue sur l'IA, à avoir encore la force d'argumenter et de présenter tes idées. Et après, le client, il décide. Nous, on n'est que conseil. Mais par contre, toi aussi, t'argumentes et t'expliques les raisons pour lesquelles toi, ton conseil et ta préconisation, c'est plutôt ça sur la base de. Après, moi, je dis toujours, c'est comme on conquiert client, être challengé, je trouve ça cool. Après, il faut que ce soit de manière constructive. Mais toutes ces évolutions nous challenge. N'est-ce pas, Arthur? Tout à fait. Facture électronique, vous êtes challengé, j'espère. Hein. Ah ça, on s'ennuie pas. Je te disais, on se demande si on va avoir notre mois d'août ou pas. Oui, mais écoute, ça c'est comme quand nous, tu sais, dans notre métier de comptable, à force de travailler avec les comptables, Arthur, nous, vacances d'avril, vacances de février, et les pratiques changent. On connaissait pas. Donc voilà, vous êtes attaqué à la compta, il y a des périodes, il faut délivrer. Faut assumer. Mais bon... les enjeux, le marché, les choses à faire il y a plein de choses à faire. Il y a 2 autres points je voulais t'entendre, c'est sur la partie automatisation, alors que ce soit dans la compta, que ce soit dans le code, Claude Code, etc. Tu as un vrai sujet, c'est les juniors. Aujourd'hui, il y avait une sorte de courbe d'apprentissage un peu, un chemin d'apprentissage classique. Tu commençais, comme toi tu as fait, junior, tu montes, tu deviens manager et tout. C'est un peu les tâches qui éventuellement vont être automatisées. C'est quoi Alors, je pense pas qu'il y ait de solution magique, sinon tout le monde l'aurait adopté, mais c'est quoi ta vision là-dessus Alors pour l'instant, je pense qu'on est à l'étape des constats, mais il faut le faire. De la même manière qu'on dit l'IA fait pas peur, en tout cas moi je pense que c'est pas l'état d'esprit qu'il faut avoir. Par contre, il faut être pragmatique et réaliste sur le fait de dire que ces jeunes aujourd'hui, nous on avait déjà un peu un sujet dans notre métier. Ce qui est assez généralisé, c'est difficultés de recrutement ces dernières années, métier un peu moins attractif, évolution des pratiques et pour de bonnes raisons sur de la qualité de vie par rapport à des rythmes un peu intenses. On a eu un peu un trou dans la raquette à un moment donné sur besoin de ressources, difficulté à recruter.
Ça, transposé, ça devient... Et ça avait conduit à ce que l'intégration dans les équipes, tu voulais tel profil, et en fait, tu devais être un peu agile ou ouvert d'esprit à dire, en fait, j'aurais voulu un confirmé, mais il n'y a qu'un junior de dispo, je le prends et j'adapte. Voilà. D'où l'intérêt aussi pour nous d'être nombreux et d'arriver à le faire. Et j'arrive sur ta question. Le profil vs le poste, vs le besoin n'était pas parfait, et tu t'es adapté. Là, par contre, effectivement, ce qui se joue, et déjà ça avait amené, à ce que sur le côté formation et apprentissage et expérience des équipes, il y a eu des points un peu de challenge sur le fait de dire comment on monte notre trajectoire. Et avant, par exemple, des profils comme moi, c'était très automatique d'avoir envie de monter, de manager. Voilà. C'est moins le cas. Des gens qui sont très bien avec moins de responsabilités. Le management, c'est pas juste une évolution technique. Et donc, pour te répondre, effectivement, moi, ma vision de l'IA, par contre, c'est de dire, et ça, c'est valable dans plein de métiers, et notamment les nôtres qui sortent en haut des stades de remplaçables par l'IA, le junior, il a appris en produisant, et tu le fais en juridique, tu te fais tes recherches documentaires, puis tu apprends à faire une recherche, et en apprenant à faire une recherche documentaire, et en la faisant revoir, et en faisant de l'itération, tu comprends, tu apprends. Et cette zone, tu l'as plus. Donc, si tu n'as plus cette zone d'apprentissage des juniors, c'est pas juste pour le plaisir de se dire j'ai plus de juniors, mais mes juniors d'aujourd'hui sont mes seniors de demain. Donc, effectivement, comment tu recrées des capacités d'apprentissage et d'expérience. J'ai réfléchi à la solution en même temps que je te répondais. Comme tout, je pense qu'il va falloir s'adapter, parce que c'est un mot qui est important, au fait de dire l'IA, elle va être intégrée. Il faut la maîtriser, là, on n'en a pas trop parlé, mais le sujet des données, nous, on fait quand même des métiers. La confidentialité métier, le côté secret stratégique, il est hyper important. Donc la pratique un peu, dans son coin, un peu cow-boy, c'est pas possible. Tu vois, dans nos métiers, les sujets d'RGPD et tout, c'est galère. J'en profite, à mon avis, ça va être un des challenges qu'on va avoir cabinet éditeur. Malheureusement, je pense que les clients, ils sont beaucoup moins... Eux, ils tiennent beaucoup moins à la confidentialité de leurs données. Eux, ils balancent leurs données dans Claude et ça leur sort un joli graphique et tout. Et nous, on peut pas faire ça, quoi. Parce qu'on a le boulet... c'est un bon boulet, hein, mais de confidentialité tu dois tenir RGPD. le truc. Mais je te refais le parallèle. C'est comme... on parle du secret professionnel, pardon. Nous, on fait vachement gaffe. Parce qu'en fait, ton secret professionnel, c'est pas juste le plaisir de pas avoir le droit de parler. C'est la confiance que ton client t'accorde. Et tu vois, je te parlais de secteur d'activité. Nous, on a souvent des confrères qui se recommandent ou des gens qui se connaissent. Écosystème innovation, tout le monde se connaît. Moi, les gens ne savent pas avec qui je travaille. Et la dernière chose que je ferais, c'est de parler d'un client ou d'un sujet client. Mais souvent, le sujet, il ne sort pas chez toi. Il ne sort pas chez l'avocat, il ne sort pas à la banque. C'est le client lui-même qui a donné ces infos. Et avec l'IA, c'est pareil, en fait. Mais effectivement, je te rejoins. Il y a peut-être une perception là-dessus. Les gens ne mesurent pas la portée, et tu dois le savoir mieux que moi avec les aspects tech, de balancer de la donnée. Et ça, ça va être un vrai sujet. Ouais. Alors, question un peu provocatrice. Avec tous ces changements-là qui arrivent, tu penses que c'est plus simple aujourd'hui de partir de zéro, créer un cabinet ex nihilo, ou plutôt d'avoir des actifs qui sont tes clients, une organisation, etc., et elle de la faire... évoluer et naviguer à travers toutes ces réformes et tous ces changements, quoi. Réponse provoque. On va pas virer tout le monde, Arthur. Qu'est-ce qu'on va faire de tes 1000 collaborateurs Penny Lane et de mes 250 collaborateurs BBM? On va pas faire ça. Non, réponse un peu plus soft et moins provoque, mais en fait, c'est intéressant. Souvent dans la vie, tu te dis est-ce que c'est plus simple ou pas? Peut-être que c'est plus simple, effectivement, à une petite taille, de se dire là j'ai le champ libre et je pars à un instant T, puisque notre sujet c'est l'état technologique, l'état réglementaire, entre guillemets j'embauche qui je veux, donc je suis volontairement caricatural, j'ai le champ libre. Peut-être que ça c'est plus simple, sauf que c'est aussi moins d'enjeux, ça a peut-être moins de portée. Moi je dis souvent on n'est pas 250 aujourd'hui pour le plaisir de flatter notre ego et de dire on est gros pour être gros. C'est pas le but. Parce qu'on est en grande proximité avec nos clients. Pourquoi on a grossi? Pourquoi toi, t'as grossi?
c'est pour avoir de la compétence, pour acquérir des possibilités et pour avoir... Une masse critique aussi qui permet de... Exactement. Un effet de levier que tu ne peux pas avoir... je veux dire, je te parlais de nos compétences techniques. Aujourd'hui, vu comment ça bouge, vu le niveau de technicité qu'il faut dans certains domaines, un collaborateur qui serait à la fois bon en paye, bon en compta, bon en ça, et qui ferait tout, au-delà de, tu parlais des vacances du mois d'août, les temporalités, parce que ça a été un vrai sujet chez nous à un moment, elles ne se combinent pas. Donc en fait, on est plus nombreux pour se partager la compétence, pour se partager aussi les choses. Et du coup, pour répondre à ta question, pour moi, ce serait différent, peut-être plus simple dans la mise en œuvre quand c'est toi qui dois te porter le challenge. C'est probablement plus simple sur ces sujets-là d'avoir son cabinet, d'être seul, que sur certains sujets convaincre ses 12 associés de l'intérêt du truc. Mais c'est aussi plus challengeant. C'est-à-dire que, de toute façon, moi, je pense qu'on va réussir, puisqu'il n'y a pas d'autre option. Ça aussi, c'est une question d'état d'esprit. Et à partir du moment où tu te mets dans un esprit où la seule option, c'est de réussir, ta question tourne autour de la manière de faire. Et c'est très différent d'y aller en se disant, moi, je fais avec mes paramètres. Là où je suis à l'aise, c'est que on se forme, on essaie d'être au cœur de la mutation, on se challenge en choisissant des partenaires et en les challengeant et en se disant, est-ce qu'on a les bons partenaires ? On peut être multi-outils, on peut changer nos outils, on peut changer notre orga, et on essaye d'être toujours au meilleur niveau, en tout cas le meilleur qu'on peut délivrer et tenir, quel que soit le moment ou les circonstances. Et à partir du moment où tu as fait de ton mieux, ça doit marcher. Alors, Atika, moi, ma lubie en ce moment, c'est l'IA. J'espère pour toi. Voilà. Est-ce que toi, tu as déjà joué un peu avec les nouveaux outils, je sais pas, Lovable, Claude, genre de choses? Et pour toi, qu'est-ce que ça va changer concrètement dans votre métier, quoi? Arthur, moi, dans la vie, je joue pas. Non, je plaisante. ça va déraper. Je gagne. Non, blague à part. Oui, je joue un peu. Ce qui est très particulier en matière d'IA, et c'est intéressant d'avoir aussi ton regard là-dessus, tout le monde en parle. Moi, je suis pleinement convaincue, et c'était le congrès de l'Ordre à l'automne, mais vraiment, dans nos enjeux top, c'est facture électronique IA. C'est les deux pieds. IA pour plein d'autres gens que nous. Et du coup, pour te répondre, moi, je suis assez corticale, c'est-à-dire que j'ai besoin de beaucoup réfléchir avant d'agir. J'ai parmi mes associés dans mes équipes des gens qui agissent tout de suite. En matière d'IA, tu dis jouer. Moi, il a fallu le temps de comprendre qu'en fait, il faut pas... Et souvent, les gens l'abordent comme ça. Est-ce que j'ai le bon outil ? Pourquoi je vais l'utiliser ? En fait, il faut ouvrir ta page et il faut y aller. Alors, par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure sur la confidentialité... Oui, mais justement, allons-y. C'est-à-dire que moi, je ne joue pas pour l'instant, pour reprendre tes termes, sur la partie vraiment client. Par contre, il y a plein de zones. Tu fais des présentations de ton métier. T'animes des formations, des choses un peu plus neutres, où là, par contre, tu te dis, Atika réfléchis à ses idées, les écrit, les met en forme dans un joli PowerPoint, choisis des images libres de droit, je vais y arriver, et tout ça en termes de présentation, la présentation, entre le moment où tu commençais à y réfléchir et où tu la sortais, où tu te faisais une belle journée, 2 demi-journées, tac, tac, tu sors en 10-15 minutes, c'est voilà bluffant, mes idées clés. C'est incroyable. Et en plus, c'est assez... je devais écrire une lettre de recommandation pour un de mes associés qui va vivre à Londres, notre CTO, justement. J'ai demandé à l'IA, fais-moi la lettre. C'est hallucinant. Et le côté... tout ce qui est feuille de route, tout ce qui est plan d'action, très structurant. Strat. Ouais. Moi, j'ai demandé à Claude, je suis CEO de Penny Lane, il y a l'IA qui arrive, quelle question je devrais me poser? C'est comme ça que tu es un bon CEO. C'est tout ça, là. Et non, mais c'est ultra pertinent ce qui te répond. C'est pertinent, mais pour revenir à l'action humaine, et ça va pas s'opposer à ce que tu dis, tu restes Arthur, le CEO. C'est-à-dire que le moment où il te propose quelque chose, et où tu reviens dessus, tu promptes, t'orientes, nous, on a beaucoup de sujets aussi, je pense, sur tout ce qui est rédaction. Nous, on est en Office 365, donc Copilot. Alors, c'est marrant parce que je l'ai fait tester. Nous, on a mis la charte informatique, on l'a fait tester de manière ciblée à certaines personnes clés. Le sujet pour nous, c'est déploiement généralisé.
que ce soit en termes de coûts, parce que faut se dire les choses. Tu prends une licence pour qui, sur quoi, parce que entre IA gratuite et payante, tu n'as pas du tout les mêmes sujets sur les confidentialités. Et comment aujourd'hui tu testes les usages ou tu les monitores. Et là, alors tu avais les acteurs de l'IA qui t'expliquaient que leur IA était plus forte que celle du voisin. Maintenant, tu as, je pense, je ne sais pas si tu es d'accord, on l'a approché en se disant cette IA est la meilleure ou c'est pas la meilleure. Et en fait, le sujet, c'est pas il y a une IA, c'est quels sont tes besoins, quels sont tes usages. Et là, nous, on a des nouveaux acteurs qui arrivent en nous disant justement, on vous monitore ça. Donc, toujours pareil, moi, j'ai 250 personnes, c'est pas que mon usage à moi. Je sais te dire qui utilise quoi et je sais avoir justement un peu d'indicateurs. Et je pense que pour piloter des utilisations et des déploiements, t'en viens à ça. Toi, tu dis, je vais dire à mes devs, faites du Claude. Comment tu sais qu'il fait pas, selon quel rythme et mesurer l'efficacité. Le monitorer, être capable d'avoir un peu d'indicateurs, probablement que ce serait intéressant. C'est la grande discussion. Hein. Les acteurs à la pointe de l'IA, c'est un peu parfois pathétique. T'en as qui disent trop fier que mon meilleur ingénieur ait dépensé 100 000 euros de tokens le mois dernier. Moi, quand je dis ça à mes associés, ils me disent mais en fait, je vais créer un logiciel qui dépense des tokens pour que les autres ingénieurs puissent dire qu'ils sont super forts, quoi. C'est pas forcément les bonnes métriques de succès. T'avais typiquement toujours l'histoire des SS2I où t'avais des gens au début qui mesuraient combien de lignes de code chaque ingénieur écrivait. Or, parfois, c'est bien de ne pas écrire beaucoup de lignes de code. Enfin, c'est dur de mesurer les bons... En fait, la mesure de la performance de l'IA, c'est chaud. Ouais. C'est chaud, mais en même temps, c'est vraiment un sujet dans lequel il faut aller. Parce que vraiment, si je l'extrapole un peu au métier, quand on sort, nous, tout en haut des stades de ce qui est... Alors, remplaçable, j'aime pas le terme, mais on fait beaucoup de réplicables. On fait beaucoup de... T'arrives à la fin de la période et tu dois récupérer pour l'ensemble de tes clients le bordereau de solde d'URSSAF, tu vas faire plein de fois exactement la même chose. Tu fais l'audit, tu pointes une annexe. Oui, il faut que tu aies un regard critique, mais l'enjeu de ça, c'est pas ton regard critique, c'est j'ai une donnée d'un côté, j'en ai une de l'autre côté, je les fais matcher. Et en lecture documentaire sur de la documentation juridique de 10 pages, 20 pages, 30 pages, la synthèse, la vitesse, la rapidité, tu peux pas... aujourd'hui, tu es obligé d'intégrer ça dans tes pratiques. Comment, quelle mesure, quel est ton investissement dedans? Si on extrapole un peu, vu que c'est pas qu'un podcast d'Attica BBM, c'est hyper intéressant de regarder comment la profession se comporte aussi. T'as des gens qui investissent très massivement. Alors, c'est toujours pareil. Est-ce que c'est des effets d'annonce plus limite de la com par rapport à une réalité économique? Est-ce que, et je te rejoins... Tu parles de cabinet. Ouais. Cabinet. Et je te rejoins. Est-ce que c'est celui qui mettra le plus d'argent dedans qui sera le plus performant ou qui aura le meilleur retour sur investissement? Ou est-ce que c'est celui... Là-dessus, moi, je crois à l'agilité. En tout cas, pour des cabinets de notre taille, ça va être l'enjeu. Le meilleur rapport entre le temps et l'investissement et le retour sur l'usage. Le plus dur, c'est de passer de la phase de test à la phase de déploiement. Parce que je pense que c'est un sujet où le déployer, on a parlé de conduite du changement, le déployer massivement en disant à tout le monde, à partir de maintenant, vous utilisez tel outil, ça suffira pas. Ou de dire, certains l'utilisent, sont de bons adopteurs, sont efficaces, et c'est parce que c'est 3, 4, 5, 10 y arrivent que je vais faire ça x 25, c'est pas non plus la vérité. Donc c'est comme le reste. Former, accompagner, monitorer, et s'assurer que tu es dans les bonnes zones. Nous, on suit pas mal. Il y a une start-up américaine qui nous semble être pas mal à la pointe, un éditeur de logiciels qui s'appelle Ramp, et sur l'adoption de l'IA. Et un peu les grands trucs qu'ils ont fait, c'est vraiment former tout le monde et donner un outil un peu clé en main. Enfin, pas dire allez utiliser l'IA, mais dire les fameux agents. Tu te connectes et puis voilà. Et te dire. Et c'est déjà préconnecté à dans un cabinet ton Pennylen, ton Silae, ton Teams, ton tous les outils. T'as pas à aller galérer à demander à l'IT et je sais pas quoi de brancher ça.
Le deuxième truc qu'ils ont fait, c'est donner une bibliothèque de skills. Donc, en gros, quand un salarié arrive à faire un peu un template de prompt ou d'agent, faire que les autres puissent facilement le découvrir et le réutiliser. Et le troisième truc qu'ils disaient que je trouvais intéressant, c'est, en gros, ils te disent sur l'IA, tu as des problèmes de mémoire. Et donc là, c'est eux, ils rajoutent une couche pour donner à chaque fois à l'IA que tu vas interroger le bon contexte sur toi. Donc dire, en fait, Atika, elle est associée. Les dossiers sur lesquels elle a bossé récemment, c'est ça et ça, etc. Et du coup, que l'IA, on optimise les chances qu'elle te réponde bien, parce qu'elle se rappelle bien de... Comme mon collaborateur, voilà. qui sait qu'en travaillant avec moi par rapport à un de mes associés, il faut qu'on bosse de telle manière et avec telle approche. C'est ça, voilà. Et que l'IA, elle laisse contexte. Et ça... si tu lui as posé une question il y a genre 3 mois, en fait, elle s'en souvient pas. Et donc, il faut toujours lui rappeler. Parce que sinon, elle n'a pas assez de mémoire. Ouais, donc la mémoire un peu ciblée. Je crois beaucoup dans ce que tu expliques. Je partage à 100%. Former, acculturer, le partage. Et ça, tu vois, nous, on sait que sur des groupes comme les nôtres, tout ce qui est base de données un peu interne, pareil, pas forcément dans des approches compliquées. Nous, on a déployé un intranet à un moment donné. Quand on a été sur des pratiques, on a mis en place des tutos internes en disant bah, « toi, tu as fait ça bien », avec des gens qui ont un peu des postes clés. Bah, tu as le tuto interne, ça s'appelait beaucoup. Et du coup, nous, on le fait beaucoup comme on a des spécialités. Ce qui nous rend un peu performants, c'est le partage de pratiques. Sur de la santé... quelqu'un explore le sujet, tu as l'associé de société d'exercice libéral qui sort, tu as le super brut, tu as celui qui a été l'explorateur. On a des canaux de communication qui permettent de faire ruisseler dans l'ensemble des équipes qui bossent là-dessus. Et en fait, dans ce que tu me dis... Et là, sans t'en rendre compte, vous avez pris une longueur d'avance de fou sur l'IA, en fait, parce que l'IA, elle a besoin de cette donnée structurée, partagée pour... Voilà. Et après, il faut qu'on arrive à l'articuler. Mais c'est sûr que ça va être hyper déterminant pour faire évoluer ton métier, mon métier et nos pratiques. Mais sans avoir peur, encore une fois, toute la dimension humaine. Et, alors, je ne sais pas si c'est une spécificité française, mais je le dis souvent, les choses sont tellement compliquées. Alors, moi, ce que je dis toujours, c'est que si l'IA, elle a vraiment des impacts ultra forts, comme on se le dit, elle en aura bien sûr pas que sur éditeur logiciel ou expert comptable, mais sur en fait beaucoup de tes clients. Et à la limite, c'est pas ce que je souhaite, hein, mais ça servira à la partie conseil. On sait bien que le Covid, enfin les catastrophes, entre guillemets, malheureusement, c'est là où le rôle de conseil de l'expert comptable, il rejaillit au mieux. Si les gens doivent tous réimaginer leur business model, en fait, ils auront besoin de conseils comme jamais, quoi. Je pense. De toute façon, si tu regardes ce sujet, parce qu'il est intimement lié à la facture électronique, dans les évolutions, puisqu'on a lié un peu les deux sujets, là où je voulais en venir, c'est que quand on regarde les stats des autres pays, on te dit que la part d'honoraires de conseil, elle a augmenté. C'est un peu contre-intuitif, mais finalement, c'est exactement ce que tu dis. Ça paraît assez logique. Tout l'enjeu, il est d'être capable de le délivrer, ce conseil. Mais ça laisse une forme d'espace, en fait. Et à cet endroit-là, moi, je pense pas qu'on soit dans le 1984 de George Orwell. Je pense que justement, là, tu te laisses plus d'espace. Tu vois, je te parlais du mouvement avec les équipes. J'ai l'impression que finalement, ça va presque rééquilibrer ce rapport. Tu parles du Covid, c'est rigolo parce que moi, j'ai lu beaucoup de choses comme tout le monde là-dessus. Tout le monde dit que ça a été un accélérateur. Ça n'a pas été un point de rupture. Tu vois, par exemple, du télétravail, des choses comme ça. Ça a juste fait en sorte qu'on aille beaucoup plus vite dans un mouvement qui s'était enclenché. Et en fait, je crois que le rôle de l'IA, c'est aussi ça. J'ai pas vécu les mutations technologiques précédentes mais quand je vois comment on bosse aujourd'hui, je me dis, celui qui, dans une carrière, a connu l'IMO en version papier à la main avec une règle et des trous sur les bords, comme on me l'a raconté, et qui aujourd'hui est encore dans mon entreprise à qui on parle d'IA, il a vécu 10 vies. Ouais, c'est juste un changement de plus. Mais est-ce que finalement, on le relativiserait pas en se disant c'est un changement de plus et toi, c'est comme être au cœur de l'histoire. En fait, c'est comment toi, tu t'inscris dans ce changement. Par contre, il faut être bon. Là, je pense que c'est un changement de plus. Il va probablement,
tout cas c'est moi le constat que je fais modestement, amplifier les écarts. Tu parlais de feuilles blanches ou à l'inverse de gros navires ou de choses un peu plus structurées. J'ai l'impression qu'il y aura moins d'intermédiaires. Et quand on parle avec les confrères et le reste de la profession, et il y a aujourd'hui une grosse concentration dans notre métier. La concentration, c'est pas pour le plaisir d'avoir de la concentration, parce qu'à un moment donné, il faut avoir les moyens de faire ça. Ouais. Et donc, tout le monde se concentre parce qu'il faut avoir les moyens de faire ça. Quand on fait nos stratégies d'experts comptables, ce métier qui est en mutation profonde, ce qui fait la valeur de nos entreprises aujourd'hui à horizon 2 ans, si tu n'as pas pris ton virage technologique, tu n'as plus du tout le même modèle. Et donc, je pense que l'écart va peut-être s'amplifier entre, d'une part, des groupes plus gros, plus concentrés, plus structurés, et à l'inverse, peut-être des indépendants plus agiles, plus autonomes, qui, eux, vont être beaucoup avec des structures beaucoup plus lean, en disant, en fait, moi, j'ai besoin d'un outil, d'un PC, et je suis que dans le service et dans le conseil. L'entre-deux, je ne sais pas comment il va gérer aujourd'hui son truc. Alors nous, c'est... Enfin, un de nos sujets de réflexion, c'est bien sûr notre cœur de métier, c'est la production comptable, mais c'est sûr que ça va être de plus en plus automatisé. Jamais 100%, mais ça va être... étant en charge de l'expertise comptable, ce que tu m'as dit, c'est en fait vous allez devenir encore plus des conseils. Et du coup, c'est quoi les outils du conseil? Est-ce que toi, tu es déjà dans cette phase où en fait, tu vois, ton enjeu, c'est pas ton outil de production comptable, c'est ton outil, je sais pas, ton CRM, en fait, les IA qui t'aident à produire du conseil ou... L'outil du conseil, pour te répondre, alors tu me dis ton outil de ton production. intranet. Ouais, je comprends. Il est plus dans la matière que tu vas délivrer au client et la temporalité. Pour répondre à ce que tu dis, moi, depuis que je bosse, sur le papier, quand il y a eu les reconnaissances de caractère à l'époque et compagnie, on disait, ça y est, on va lire la facture, donc on va automatiser à X%. Et on a vu que ça a plafonné. La facture électronique, je ne te la prends pas. Par le flux, va permettre de passer ce cap que techniquement, tu ne pouvais pas passer avec le CR qui a saturé à un moment donné. OK. Et par contre, ou en tout cas en continuité de ça, nous, comme je te l'ai dit, on est positionné en conseil. Donc, comme disent certains de mes associés, notre travail commence après l'alias. Et c'est vrai. Toute la partie analyse, donc projection budgétaire, c'est pas un truc qu'on découvre, on le fait quasiment systématiquement dans certains domaines. Prévisionnel, c'est aussi intégré. Et pour arriver à ce que tu me demandes, toute la partie données en temps réel. Je pense que c'est un gros enjeu qu'on a toujours eu et qu'on a toujours un petit peu fantasmé en mettant en place des choses. Moi, j'ai des clients pour qui je fais des tableaux de bord mensuels, mais de manière, finalement, vue de la fenêtre d'aujourd'hui avec ce qui s'ouvre avec l'IA, la facture électronique, très artisanale. Et l'artisanat, c'est bien, en se disant, bah voilà, pour produire un tableau de bord mensuel de pharmacie chez moi, je récupère la donnée, je la traite à la main, j'ai un temps de traitement. Là, tu as les flux de manière beaucoup plus régulière, avec une puissance technique et technologique qui est plus importante. Et donc, tu as des outils qui arrivent, dont vous faites partie, qui aujourd'hui te permettent de sortir du fantasme du tableau de bord en temps réel ou de la projection de trésorerie en disant, en fait, je suis capable de créer un modèle qui va vraiment produire ça et délivrer ça au client. J'ai l'impression qu'on est à ce moment-là. Je ne sais pas ce que tu en penses, toi, mais... Moi, je suis d'accord, mais je pense qu'il y a un vrai enjeu. Enfin, je pense que les cabinets, vous savez faire du conseil, vous avez la confiance de vos clients. En revanche, la donnée structurée sur ce qui n'est pas comptable, genre le fait que ce client, il a 55 ans, qu'il a 2 enfants, qu'il a tel patrimoine, que son projet, c'est ça. Tu disais, il n'y a pas une réponse universelle. Et puis sa sensibilité. Voilà, son aversion au risque ou pas, comment tu vas l'orienter. Ça, en fait, cette donnée, elle n'est pas structurée aujourd'hui, je pense. Elle est dans la tête de l'associé. Mais je ne vais pas te la mettre dans l'ERP. Ça va pas ou quoi? Je pense que demain, en tout cas, c'est la donnée qu'il faudra mettre dans des CRM ou des trucs comme ça. Oui. En tout cas, pour mieux connaître industrialiser les clients. Pour que tout le monde ait en tête ça quand il délivre aussi Nous, en tout cas, on le fait déjà, encore une fois, et c'est positif dans ma bouche, de manière artisanale. Parce que je pense qu'on fait du bon artisanat. Je reviens à nos spécialités, c'est pour ça qu'on en a parlé. Notre connaissance de nos secteurs d'activité nous permet de créer le benchmark. Et c'est ce que les gens viennent chercher en travaillant avec nous, en santé,
ou en innovation, on a les repères. Et on les a même structurés, puisque nous, on compile les données de tous nos clients. Et ça, c'est pas, je veux dire, chez BBM, c'est pas quelque chose qui date d'il y a 1 an ou 2. Ça fait, en santé, ça fait peut-être 10 ans, 15 ans, sincèrement, que fin d'année, on compile toutes les données des clients et on te Tu peux sort donner des benchmarks. taux d'investissement, taux de masse salariale. C'est pas du tout nouveau. Par contre, d'être capable de le faire aujourd'hui en temps réel, parce que t'as pas juste un code APE, t'as justement des données plus précises sur le client, ça, c'est effectivement les choses qu'on va pouvoir déployer. Le CRM, t'en parlais, je pense que, et tu le dis très bien, on a beaucoup de choses dans nos têtes parce nous, on connaît nos clients, on les côtoie et c'est une partie de notre valeur ajoutée. Après, là aussi, formaliser les choses, les process, parce que tout est de plus en plus compliqué. Et notamment quand dans nos métiers, tu veux faire des choses plus transversales, tu peux pas te contenter de communication informelle. Tu vois, moi, je me dis, si je viens demain, tu vas avoir des spécialistes parce que vous êtes un cabinet qui peut se permettre d'avoir des spécialistes. En tant que client, tu veux surtout pas avoir à raconter ta vie à chacun des spécialistes que tu vas avoir. C'est notre responsabilité à nous, ça. C'est ça. Et donc, demain, tu te dis que tu peux avoir des outils qui permettent de facilement faire circuler cette info entre les spécialistes du cabinet. Ça, c'est un enjeu qui est hyper important. Et après, tu parlais de la donnée structurée. Là aussi, je pense que puis vous avez plein d'enjeux chez les éditeurs, la propreté de la donnée, etc. etc. L'enjeu de la donnée, on a beaucoup parlé quand on a commencé justement à aller vers l'IA, la facture électronique. Qu'est-ce qui a de la valeur ? Je pense qu'on peut se mettre d'accord, toi et moi, sur le fait de dire que la donnée a de la valeur. Après, à qui elle appartient et ce qu'on en fait, c'est un sujet assez fondamental. Mais c'est sûr que là-dessus, une de nos forces et de nos richesses dans notre accompagnement, c'est que cette fameuse base de données qu'on a... Ouais, du fait que tu es spécialisé, bah, tu peux aller donner des benchmarks, etc. Et puis c'est notre matière. Ce qui fait la différence entre un expert comptable aujourd'hui ou un conseil lambda, et c'est pas péjoratif, parce que nous, on travaille avec plein d'autres partenaires, et on travaille en grand partenariat avec tous les conseils de l'entreprise. C'est effectivement cette connaissance-là de la donnée et je veux dire, moi, je suis pas juste... je te parlais de communication et de technicité en tout début de podcast. Les deux sont aussi importantes l'une que l'autre. Le jour où je fais plus que de la communication, j'ai moins de valeur, j'ai moins d'importance et mon client a moins besoin de moi. Donc, il faut que je continue à allier les deux. Trouver le bon équilibre. Ouais. Et ça, c'est important. Du coup, on a beaucoup parlé de données, de l'évolution du rôle du cabinet, de l'expert comptable, l'évolution du rôle des logiciels. C'est quoi la répartition des rôles à l'avenir pour toi ? Où est-ce qu'on met les lignes rouges en termes de rôle, partage de la valeur, etc. quoi. Je fais toujours des réponses un peu provoques. Vas-y. Parce qu'on est détendu et cool. Le plus pour moi, le moins pour toi, Arthur. Allez. Tant qu'on arrive tous à vivre... Ça n'a pas l'air d'être ton genre, hein. Tu m'as pas attendu. Non, blague à part. Mais tu vois, on a fait un peu de philo. Je pense qu'on a besoin les uns des autres. On se l'est dit en préparant et on parlait de stratégie. Moi, j'ai beaucoup regardé votre stratégie au début et qui a été celle de parler d'autres outils. Est-ce qu'aujourd'hui, tu peux te développer en France sans les experts comptables en tant qu'éditeur de logiciels? D'autres ont essayé en étant en concurrence avec nous. Un QuickBook, c'est reparti. En fait, on est complémentaires. Indy, qui typiquement a fait un podcast le week-end dernier pour dire maintenant, on propose à nos clients d'avoir un expert comptable Indy qui doit utiliser Indy et tout. L'expert comptable est un libéral. Je suis pas sûr que j'ai envie de travailler pour toi, Arthur. Hein. Non, mais à mon avis, là, c'est vraiment ubérisation jusqu'au bout. Mais ça veut dire quand même qu'en fait, ils reconnaissent d'une certaine manière que tu peux pas y arriver tout seul, en fait. Quoi. C'est ça. Et je pense qu'effectivement, alors, parce qu'en fait, là où on est complémentaires, c'est que ce que vous avez fait en développement techno, et d'autant plus dans un monde de facture électronique, et puis on a parlé d'IA aujourd'hui, ce que vous êtes en train de proposer sur de l'IA un peu intégrée, c'est assez puissant par rapport à des développements qu'on pourrait faire en dehors. À l'inverse, et je l'ai dit en plaisantant, mais il y a toujours un fond de vérité, on est indépendant, on est très vigilant sur notre valeur,
et sur la capacité à garder ce rôle prépondérant. Et je crois aussi que nos clients sont vigilants sur le fait de se dire mon expert comptable, c'est souvent on dit qu'on est le psy, qu'on est le conseil privilégié. En fait, il a besoin des deux. C'est comme quand on parlait d'IA et d'humain. Tu es l'IA, je suis l'humain. Blague à part, on a de la donnée au milieu. Il faut qu'on trouve. Alors, c'est tout un enjeu entre vos enjeux de modèle économique, de coûts de développement, de mutation technologique, de développement, parce que c'est plus qu'un métier à part entière. Et nous, on est sur la zone de l'accompagnement, de la connaissance, au sens humain, psychologique, la spécificité de notre client, de la connaissance métier, où on a des choses un peu pointues. Et en fait, il faut allier les deux. Et tu parlais de ligne rouge. Je pense qu'être en opposition, mais c'est valable pour plein d'autres choses, n'est pas une bonne stratégie, ni pour vous, ni pour nous. Moi, ma conviction, c'est que tu dois faire des choix. En gros, je pense que tu peux pas dire et en même temps, quoi. Enfin, typiquement, le modèle indie, j'y crois pas trop, quoi, dans ce sens-là, ou le modèle, t'as des gens, pas citer mes concurrents, mais confrères, mais t'en as qui ont à la fois un cabinet, à la fois un outil. Pour moi, à un moment, tu dois choisir. Et alors, je pense qu'en tant qu'éditeur, tu dois choisir être éditeur du côté de la profession ou pas. Ça n'a pas de sens. Parce que sinon, tu vas toujours avoir des conflits d'intérêts, en fait. Conflits d'intérêts, et tu ne peux pas prendre le client pour un imbécile, et tu ne peux pas prendre tes partenaires ou le gros de tes partenaires pour des imbéciles. De dire qu'il y a une complémentarité à trouver entre ce que vous arrivez à faire aujourd'hui, vous ou d'autres, parce que moi, je suis très contente d'être là avec toi, mais comme je l'ai dit... à tes équipes ou à mes confrères quand on parle de votre solution. Aujourd'hui, je travaille avec vous. On a parlé d'exigences. Il faut que tu puisses être indépendante. Enfin, oui, et puis surtout, il faut que tu restes le meilleur. Tant que tu restes le meilleur... Ça, je compte sur toi pour nous... je vous challenge. On a parlé d'exigences. Il faut être au maximum des possibilités technologiques, toi ou un autre. On en a parlé et en préparant le podcast, et je pense que c'est intéressant, parce que dans la profession, beaucoup comparent avec ce qui s'est passé sur la paye, avec une situation monopolistique. Aujourd'hui, c'est peut-être pas l'intérêt. Dans un marché, tu parlais de concurrents. Moi, je vais pas avoir chez BBM 100% du marché de l'expertise comptable. Je vais en avoir le plus possible. Mais je suis contente d'avoir des concurrents et des confrères qui me challengent et qui sont aussi bons dans leur domaine. Tu sais, c'est comme en sport. Si tu as un très bon à une époque où il y a un très bon, il est meilleur. Djokovic, Nadal, Federer. J'étais sur le tennis. J'étais sur le... Non, mais c'est vrai, on est en plein dedans. Et effectivement, donc, la complémentarité entre votre rôle d'éditeur, notre rôle de conseil, il faut la travailler, il faut la challenger, il faut la faire évoluer, et en restant dans des critères d'exigence et orienter client, parce qu'en fait... Notre risque à tous les deux, c'est que des acteurs pas de la profession viennent piquer des trucs qui soient délaissés par nous ou par vous, quoi. Oui, et là-dessus, nous, on a un monopole d'activité aujourd'hui qui a du sens, parce que on parlait de ChatGPT. T'as le monopole sur la compta fiscale, pas sur le conseil, c'est ça le sujet, quoi. Et c'est là où est la valeur. Et en plus, parce que là-dessus, j'ai un avis, enfin, on peut avoir un avis, le monopole, c'est une règle, c'est important, c'est pour protéger. Par contre, c'est pas une fin en soi. C'est-à-dire que si demain, on n'est pas bon, le monopole, il sautera. Et des gens qui veulent ou qui cherchent à contourner le monopole, il y en a. Par contre, ce que moi, j'ai aujourd'hui par rapport à un ChatGPT, mais il faut être capable de l'expliquer, moi, j'ai une responsabilité professionnelle. Moi, j'ai du script professionnel. Tu sais, le conseil engage celui qui le délivre. Des assurances. Et ça, je suis d'accord. C'est-à-dire que quand ChatGPT dit qu'il faut une SCI à X, ou Claude ou un autre, c'est fini. Quand moi, j'engage ma responsabilité, mon conseil et mon expérience professionnelle vis-à-vis d'un client, ça a de la valeur, ça a un coût et ça a de la valeur. Donc, effectivement, par rapport à ça, je pense qu'il y a de la place, et que plus on sera bon chacun, dans toi, la partie évolution technologique, et nous, la partie conseil et accompagnement, plus les deux nous mèneront à bien accompagner les clients et les entreprises qui ont besoin de... Ça, et plus t'évites qu'il y ait des nouveaux acteurs qui, se trouve, n'existent pas aujourd'hui, qui viennent se glisser, quoi.
Enfin, moi, tu pourras avoir des gens qui viennent développer avec des outils d'IA, rendre par de l'ERP pour le client, ce genre de choses, et qui... Ils arriveront. C'est là où je te parlais de challenger. T'éviteras pas qu'ils soient là, mais tu seras d'une certaine manière tellement en avance que finalement, vous jouerez pas, si on continue les métaphores un peu sportives, vous boxerez pas dans la même catégorie. C'est pareil pour nous. Et c'est pas présomptueux. Notre expérience aujourd'hui dans les domaines dans lesquels on est implanté, d'une certaine manière, nous protège parce qu'on a de l'avance. D'une autre, parce qu'on parlait de la fameuse feuille blanche, il faut pas s'enfermer dans une tour d'ivoire. Et je pense que des concurrents à toi, c'est pas leur faute. À un moment donné, la mutation technologique, ça a été un tel switch qu'il y a des gens qui étaient les numéros 1 à l'époque qui n'ont pas fait ce revirement et qui n'ont pas vu passer cette évolution, qui n'ont pas su l'intégrer à un moment donné, voire même, parce que c'est le modèle des éditeurs, à un moment donné, est-ce que ton enjeu, c'est de continuer à développer ou à faire évoluer ta solution, ou est-ce que c'est autre chose ? À la fin, nous, on est sur le client. Donc, ces phases-là, il faut les comprendre et les gérer. Écoute, merci beaucoup, Atika, avec plaisir. Pour la discussion passionnante aujourd'hui. Top. Et puis, plein de succès. Bon passage à la facture électronique. Ouais. Bonne fin de période fiscale. On se revoit pour débriefer. Voilà. Allez. Merci beaucoup, Arthur. Retrouvez l'ensemble des épisodes de Contatech sur votre plateforme préférée et abonnez-vous pour ne manquer aucun contenu.